Bazoum en question, lorsqu'il disait ces terroristes, je revois encore l'image, ils sont plus forts que nos armées. Je pense qu'il savait exactement de quoi il parlait. Pour prendre le cas particulier du Burkina, lorsqu'on nous a fait le rapport, c'est à perdre la tête. Les soldats mutualisaient les fusils. Et vous avez 4 soldats pour un fusil, une Kalachnikov. Quel que soit leur courage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Et nous avions des soldats valeureux et courageux. Lorsqu'ils sont au front et qu'il y a une troupe qui va pour relever ceux qui sont au front, alors la troupe qui va pour la relève part désarmée pour aller utiliser des fusils qui sont sur place là-bas. Et ceux qui sont au front, eh bien, ils se partagent. Pendant qu'il y a un qui tire, il y a l'autre qui charge. Quel que soit votre courage, c'est très très difficile. Et on leur demandait souvent de tirer, comme on dit, coup par coup. Et vous avez en face de vous des gens qui viennent avec des demi-barriques remplies de munitions. Donc quand il disait cela, il savait exactement ce qu'il disait. Mais ce qui a changé, c'est que nos armées ont totalement changé de visage. Vous avez vu exactement les efforts qui ont été faits par les 3 pays, par l'acquisition de moyens aériens, par l'acquisition de véhicules blindés, par l'acquisition de munitions, par l'acquisition de fusils. Aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso, jusqu'aux volontaires pour la défense de la patrie, ils sont équipés en fusils, en munitions, en casques. À partir de ce moment, le combat change de visage. Le ministre Diop a parlé tantôt de la peur des cibles dures. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ceux qui mutualisaient les fusils ou qui manquaient à peine, qui n'avaient même pas de chaussures pour faire le terrain, aujourd'hui, ils sont en situation de maîtrise du terrain. Et c'est ce qui a permis carrément d'inverser la tendance. Nous avons au Burkina Faso connu des situations où le pays était quasiment coupé en deux lorsque le président Traoré arrivait au pouvoir. Mais ils étaient sur l'axe Bobo-Ouaga, je ne sais pas si vous connaissez le Burkina Faso, c'était les 2 capitales, ils étaient en train de couper le pays en 2. Mais ça a changé. Aujourd'hui, vous pouvez circuler, comme on dit, il y a carrément une récupération de 72% du territoire. Ça n'aurait jamais été capable si on était dans cette configuration. L'autre indice qui montre qu'il faut véritablement avoir le contrôle de ses armées et exercer sa souveraineté sur son organisation, sa structuration. Nous avions dans le temps des convois qui mettaient des mois. Pour parcourir 100 km, ils te font 1 mois. Mais aujourd'hui, non seulement ils le font en un temps record, mais ils le font quasiment presque sans perte. Avant, ce n'était pas possible. Des soldats vous disent que nous savons qu'en quittant, si on arrive au complet, on ne va pas retourner au complet. Et nous avons eu des soldats qui ont géré cela pendant des mois. Aujourd'hui, ça, vraiment, c'est du passé. Donc nous avons cet engagement-là qui vient confirmer effectivement ce que Diop avait dit en son temps. Et effectivement, il faut travailler à construire des armées fortes, puissantes, souveraines. Nous sommes aujourd'hui au Burkina Faso, ils sont à un stade où ils sont en train de réfléchir sur leur propre doctrine. Ça, il le faut, parce que vous ne pouvez pas aller apprendre à combattre dans la neige et puis revenir ici pour vous retrouver dans le désert. Voilà, au désert. Voilà. Ouais, en ce qui concerne le Burkina Faso, on fait aussi tout pour axifier le pays. Donc nous avons vu des pays comme la France qui nous poursuivent partout, même dans les instances internationales financières, partout où vous partez. La dernière fois, le Niger était passé à la BAD. La France était le seul pays qui a voté contre la France et contre le Niger. Et on est passé au FMI, à la Banque mondiale, c'était pareil. Là, notre Premier ministre, il va quitter lundi pour aller aux assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale. On ne sera pas surpris que la France, malgré, nous on peut comprendre si c'est justifié, mais en réalité, c'est juste un acharnement. Elle a essayé dans un premier temps d'entraîner les autres pays. Maintenant, personne n'écoute la France. Parce que... Mais on aurait bloqué la vente de l'uranium du Niger désormais. Oui. Est-ce que vous arrivez à épauler finalement? Ce qui s'est passé, c'est qu'après le 26, nous avons nationalisé. Parce que nous nous sommes attaqués à tous les contrats
qui n'était pas dans l'intérêt de nos populations, les contrats qui sont nuisibles. Et parmi ce contrat, il y avait le contrat de l'uranium qui était en bonne place d'ailleurs. Donc nous avons bloqué ça et puis après on a nationalisé. Donc quand on a nationalisé, la France n'a pas mieux trouvé. D'abord dans un premier temps, la France a fait croire aux gens que le stock d'uranium qui était là au coup d'État, à la date du coup d'État, nous l'avons vendu à l'Iran. Ils ont commandé une inspection parce qu'ils étaient certains de ce qu'ils disaient. Ils ont commandé une inspection de l'AEA qui est venue, elle a constaté que même le calcul qu'elle avait, le tonnage qu'elle avait, elle n'avait même pas le bon tonnage. Ce qu'il y avait, c'était plus que le tonnage que la France a annoncé. Donc si on avait l'intention, de toute façon, on a dit à ces gens-là que si nous voudrions, si nous avons la volonté de vendre de l'uranium à l'Iran, rien ne nous interdit. La seule obligation pour notre pays, c'est de dire, c'est de déclarer. Donc, et si on doit le faire, on ne le fera pas sous la table, on le fera sur la table. Donc après cette nationalisation, elle a porté le litige devant les instances judiciaires internationales et qui pour le moment ont été saisies. L'intention de la France, c'est de faire en sorte que ou c'est avec moi ou c'est jamais. C'est-à-dire que où on fait notre uranium avec la France, ou on ne le fera pas du tout. C'est un peu ça son intention, parce qu'elle est habituée à prendre depuis les années 60 notre uranium à 0 francs. Comme je le disais souvent, aujourd'hui, ils ont des... Vous voyez la méchanceté. Nous, ce qu'on a demandé à la France, c'est rien d'autre que acheter notre uranium à son vrai prix. Mais elle trouve que c'est trop lui demander et elle ne veut pas le faire parce que la logique c'est quoi? C'est qu'elle s'est dit que cette situation-là, elle est transitoire. Si elle revise le prix de l'uranium et que après là, ils arrivent à changer, parce qu'ils sont dans cette logique, ils arrivent à changer le gouvernant, ils auront du mal à revenir à la case de départ, puisqu'ils sont dans la logique de ça, donc gardons ça comme ça. Ils préfèrent aller acheter ailleurs. Peut-être plus cher que le prix que nous allons leur proposer, mais ils préfèrent ça que de nous acheter notre uranium au vrai prix. Donc, en réalité, c'est un uranium qui a fait de la France une puissance, et nous, on a eu la pollution. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que l'uranium est resté bloqué ou vous allez réussir à trouver des débouchés? Bien sûr. On n'a pas l'intention de laisser la France bloquer notre production d'uranium. Elle n'a aucun droit, elle n'a pas cette possibilité-là. Tout ce qu'elle peut dire, c'est de réclamer son investissement, non? On va la rembourser, s'il le faut. Si c'est ça. Mais on y va dans les litiges et la France va voir. Nous avons aussi des choses dans ce domaine-là. Nous avons aussi des cartes à jouer. C'est fini ça là où on vient. Non, on ne nous impose plus rien maintenant. Les bonnes décisions, les décisions du Niger sont prises au Niger, par les Nigériens, dans l'intérêt du Niger et sur le territoire nigérien. Alors, lors d'une de vos réunions ici à Lomé, vous avez appelé à renforcer la confiance, la solidarité, la coopération militaire entre les États africains, à mutualiser les moyens et ressources pour faire face efficacement aux menaces. N'est-ce